Donc ça, c'est ce qu'il est désormais possible de faire dans les formules 2.0 de Notion. Les formules, si vous ne savez pas ce que c'est, vous savez probablement ce que c'est comme on a depuis longtemps dans les tableurs la possibilité de faire des calculs dans une colonne. Donc dans les tableurs, ensuite vous référencez des cellules, et puis la formule est exécutée, on prend les valeurs, et vous retrouvez dans votre colonne, dans votre cellule, la valeur résultant de l'exécution de la formule. Dans les bases de données relationnelles, dans Notion c'est une base de données relationnelle, la formule va s'appliquer à chaque ligne avec les données de la même ligne. Donc c'est un champ qui va prendre les informations d'un même enregistrement, une ligne, et les traiter, et puis vous afficher quelque chose. Donc il n'y a pas de truc de cellule, c'est pas genre vous dites là la cellule B12 plus 0,2 ça fait le prix TTC, etc. Non, là on dit le champ avec le prix hors taxe fois 0,2 et ça va afficher le prix TTC. Ça sera tout le temps la même chose dans notre colonne. Donc c'est homogène. Ça, c'est le principe des bases de données relationnelles. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Ce que vous voyez là dans cette image, vous voyez plusieurs choses. La première chose que vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs lignes. Et ça peut vous paraître anodin, mais c'est quelque chose qui n'était pas possible avant, qui n'était pas possible aussi au début dans Airtable et qu'ils ont rajouté. Le fait qu'on puisse faire des lignes, qu'on puisse sauter des lignes, que l'on puisse indenter, c'est-à-dire décaler en fait pour rendre les choses plus lisibles, bah ça c'est quand même une grosse nouvelle. Même si là c'est pas forcément d'ailleurs bien indenté, hein, c'est l'exemple qu'ils ont pris est mal indenté. Hein, je pense que les développeurs parmi nous le voient tout de suite, hein, Anthony. Donc voilà, mais bon ça c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer déjà qu'on peut aller aligner. Donc là vous voyez quand même des choses assez complexes. Vous voyez un if qui imbrique lui-même plusieurs if. Vous voyez un end. Ils ont changé la manière dont on fait la logique, donc les et, les ou, etc. Et puis des fonctions et des propriétés que vous voyez ici. Avant, c'était un peu étrange, il fallait utiliser une fonction qui s'appelait prop pour accéder aux propriétés. Désormais, vous accédez aux propriétés directement. Donc ça, c'est le premier truc, un petit peu. Donc qu'est-ce que je peux... Enfin voilà, donc ça c'est vraiment... Alors, attendez, est-ce qu'il y a un autre... Bon, il n'y a pas d'autres images, je vais aller vous montrer ça. Hop, peut-être que ça va y avoir... Non, ça c'est le même que j'ai montré avant. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un des trucs. Donc dans les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, il y a une première chose qui est très importante, c'est que, en fait, ils ont introduit... Avant, en fait, les fonctions, il fallait les imbriquer toutes les unes dans les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que là, c'est mal indenté, c'est qu'en fait, ces if, ici, ils sont contenus à l'intérieur du premier if. Ça, c'est le principe d'une fonction, c'est qu'en fait, toute votre fonction, ça doit être une seule fonction. Vous ne pouvez pas mettre un bout, et puis un espace, et puis... donc ça, c'est toujours imbriqué. Donc ça fait des choses qui sont assez peu lisibles. C'est un peu le principe de la programmation fonctionnelle, d'ailleurs, pour ceux à qui ça parle. C'est assez compliqué à lire. Donc eux, ils ont rajouté quelque chose qui est similaire, les développeurs JavaScript vont reconnaître, c'est la notion de chaînage. Et donc, en fait, comment ça va marcher, le chaînage? Eh bien, je vais vous prendre ici un exemple. Donc ici, par exemple, vous voyez, là, j'ai... et je vous montre comme ça au passage, hein. Alors, je ne peux pas vous faire un cours, hein, évidemment, sur les formules, hein. Je vous fais juste une petite démo, je vous souligne quelques points qui sont un petit peu intéressants. N'hésitez pas à aller voir évidemment notre formation sur notre formation Notion dans laquelle il y a une vraie formation en détail sur tout ça. Mais donc là, vous voyez une nouvelle fonction qu'ils ont ajoutée qui est la fonction style. La fonction style, elle prend en paramètre une chaîne de caractères et ensuite on lui met des styles. Donc on met blue par exemple, ça c'est une couleur, on peut dire aussi qu'on veut en gras. Vous voyez, donc on rajoute des paramètres. Quand je fais terminer, ici, vous voyez que tout est passé en gras. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté en fait ici une autre possibilité d'écrire ça, c'est que je vais prendre ma chaîne de caractères, ici Notion, et je peux la chaîner avec des fonctions. Par exemple, la fonction style, et ici je lui mets B, comme ça. Vous voyez, et donc là, si je fais ça, eh bien ça va mettre Notion en gras. Mais c'est quoi la notion de chaînage? C'est qu'en fait, après avoir fait ça, eh bien je peux aussi lui dire que je veux le mettre en majuscule. Vous voyez, hop, je fais terminer et vous avez les choses qui s'appliquent
en chaîne, c'est pour ça qu'on parle de chaînage, c'est ce qu'on appelle la dot notation aussi. La dot notation, en fait, c'est deux choses, hein. Je vais venir sur la deuxième chose après, mais ça, donc, c'est la possibilité donc d'appliquer, en fait, voilà, en conséquence. Mais sinon, j'aurais pu faire aussi, je vous le montre juste pour le kiff, on va dire, c'est que j'aurais pu faire upper, ça c'est comment j'aurais dû l'écrire avant, et ensuite j'aurais dû imbriquer une autre fonction qui serait ici Notion, B, et voilà. Et alors là, après, il faut bien vérifier les parenthèses, etc., qu'on a bien imbriqué. Les gens qui ont fait de la programmation fonctionnelle savent quel enfer c'est. Moi, j'ai appris la programmation avec la programmation fonctionnelle à la fac, avec Dr. Scheme. Ceux qui connaissent Lisp, Scheme, etc., c'est l'enfer, c'est affreux. Tu te retrouves avec des dizaines de parenthèses à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que dans Airtable, vous avez toujours, si vous ajoutez des parenthèses en trop ou quoi, il vous met des petits soulignés, là aussi hein, d'ailleurs. Vous voyez, là, si j'oublie de fermer, il me dit jeton attendu, donc là, il manque une parenthèse. Donc voilà, donc ça, vous voyez que c'est beaucoup moins lisible et on a beaucoup plus de chances de faire d'erreurs, donc cette notation est très intéressante. Mais il y a un autre truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté la possibilité de manipuler des données plus complexes, notamment des tableaux. Par exemple, vous voyez que ici, dans mon champ image, je peux mettre plusieurs images. Alors, attendez, je vais essayer d'aller mettre... Est-ce que j'ai une image qui traîne, qui ne soit pas une image bizarre attends, j'ai pas... Si, genre quand même des images. Ouais, bon, je vais mettre un logo. Hop. Voilà. Juste pour que vous compreniez bien, je vais en mettre 3. Tiens, je peux mettre une capture d'écran, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, donc ça, je vais éviter. Hop. Voilà, et là, hop. Voilà, désolé, j'ai pris un petit peu de temps, mais voilà. Donc là, vous voyez que vous avez 3 images. Donc vous voyez, hein, on les voit, bon là ça s'affiche pas très bien, j'ai mis un peu ça vite. Donc comment je veux faire si je veux manipuler ces images? Par exemple, si je veux appliquer une fonction dessus. Et bien en fait, le truc c'est que désormais, vous allez pouvoir ici, je vais le faire là dans les fonctions, dans ma fonction, vous allez pouvoir, ici quand je viens dans formule, quand je vais référencer mon champ image à poster, vous voyez, hop, que j'appuie ici, et bien vous voyez que dessus je peux appliquer des fonctions. Et vous voyez que je peux appliquer par exemple une fonction length. Donc ça va me donner le nombre d'images que j'ai. Puisque image à poster est un tableau, comme on dit, c'est une structure de données complexe qui s'appelle un tableau. Donc c'est une liste, d'ailleurs c'est un meilleur mot, c'est pas le mot technique. Et donc vous voyez, je fais length, et donc j'appuie, et là ça va me mettre comme propriété 3. 3, 1, 0 quand il n'y a pas d'image. Et après, à partir de là, je peux faire des calculs éventuellement. Mais il y a un autre truc que je peux faire, si je modifie, vous l'avez vu dans les exemples, ici, je viens dans type, non merde, je me suis perdu, je viens modifier la formule, c'est que je peux, et alors ça c'est la dernière nouveauté vraiment super puissante, c'est les fonctions de manipulation de tableau. Par exemple, map, ici, je peux faire, alors là sur les images, j'ai pas forcément un exemple qui me vient en tête, mais je pourrais appliquer une fonction sur chacune des images. Alors là, ça ne va pas forcément être pertinent, mais sur une chaîne de caractères, par exemple, je pourrais appliquer une fonction sur chacune des chaînes et à la fin, avoir à nouveau un tableau. Ou alors, je peux faire un filter, et donc là, par exemple, filter, ça peut avoir plus de sens. D'ailleurs, il y avait un exemple ici, donc là, si je mets image à poster, et vous voyez ici, filter, et current match PDF. Donc en fait, current, c'est un mot-clé qui est à l'intérieur de la boucle que vous faites sur votre tableau, sur votre liste. Et donc là, vous allez prendre uniquement les images qui sont des PDF. D'ailleurs, je peux le tester, ça, je pense que ce serait intéressant. Hop, je viens, et sauf que je ne vais pas mettre PDF, je vais mettre PNG. Et donc là, on va voir, et vous allez voir, vous voyez, ça me met que les images qui terminent par PNG. Alors, ce qui est un peu, après, ça c'est dans la manipulation, c'est que là, il me sort les liens vers les images. Vous voyez, d'ailleurs, bon, elles finissent tous par des PNG, j'aurais pu mettre JPEG peut-être. Donc, et ça, c'est un filtre. Et éventuellement, et là, ça va être plus intéressant peut-être, enfin, vous pouvez continuer à le chaîner. Et là, maintenant, vous pouvez mettre à nouveau un length, puisque
filter vous donne un tableau. Et donc là, on peut regarder. Et par exemple, on va voir si... Bon, alors à chaque fois, c'est 3, 1 et 1. Donc là, en fait, toutes mes images, c'est des PNG. Donc ça, mon exemple marche pas bien. Si je faisais exprès de mettre un PDF, bah, vous verriez que si je faisais juste le length, il me dirait 4. Et avec le filter avant, il aurait enlevé un élément. Donc voilà, bon bref. C'est un petit peu rapide, mais c'est vraiment intéressant et de comprendre ça. De toute façon, on arrive sur la fin de notre émission. Salut Amandine d'ailleurs qui nous rejoint à la fin. Voilà. En gros, donc là, vous voyez, moi je trouve, là on est dans de la programmation. Hein. Je veux dire, il y a rien à dire. Là, c'est pas no code, et c'est pas grave, parce que si vous avez compris ça, si demain vous voulez apprendre le JavaScript, vous aurez compris déjà beaucoup de choses. Et ça me paraît quand même assez pertinent. Je pense que de toute façon, il va falloir progressivement arrêter de vraiment stigmatiser, en tout cas dans la communauté no-code, de stigmatiser tout ce qui est code, low-code, etc. Parce que l'avenir, en fait, il est entre les deux. Et vous le voyez bien, les outils no-code deviennent de plus en plus complexes à prendre en main, nécessitent de plus en plus de comprendre des concepts fondamentaux de la programmation. Je parlais tout à l'heure des API. Là, vous avez un autre concept, le chaînage, le filtrage, les boucles. Tout ça, c'est vraiment des choses fondamentales. Quand vous êtes dans Airtable, quand vous êtes dans des choses un petit peu plus basiques, vous n'êtes pas encore obligé. Mais là, vous n'avez pas le choix. Alors évidemment, bientôt, vous aurez ChatGPT et les moteurs d'IA intégrés dans les outils qui vous assisteront pour faire tout ça, tout comme dans le module Code by Zapier, par exemple, vous pouvez générer du code sans savoir écrire de code. Voilà, exactement. Donc voilà, on est raccro avec Tintouin. Mais il n'empêche, et alors ça, j'insiste vraiment là-dessus, ne croyez pas et ne faites pas tout faire à ChatGPT. Essayez de comprendre. Moi, je pense que c'est important d'essayer de comprendre. Moi, aujourd'hui, j'écris plus de code. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de faire du code, clairement, je vais dans ChatGPT. Mais parce que ça fait 20 ans que je programme, je suis fatigué de programmer. Mais je sais aussi que parce que j'ai compris tous ces concepts, je peux beaucoup plus facilement lui donner les bonnes instructions. Je peux voir si jamais il y a un truc qu'il n'a pas bien compris en survolant le code qu'il a généré, etc. Je peux comprendre les erreurs et tout. Donc vraiment, enfin ça c'est ma vision, hein, et je ne suis pas le seul évidemment à le dire, hein, mais voyez ChatGPT comme un assistant, il ne va pas vous remplacer, apprenez à le maîtriser, et donc les concepts qui vont faire que vous allez bien le maîtriser, quoi. Voilà, très rapidement, une petite présentation, alors vraiment hyper rapide. Allez voir les vidéos de Vince, hein, de présentation des formules, elles sont bien plus développées avec des vrais exemples, plus que ce que je n'ai fait. Mais voilà. Bah oui, moi je suis convaincu que Copilot, ChatGPT et tout, ça profite surtout aux devs expérimentés, parce que sinon ça peut aussi faire un peu un cache-misère. Hein. C'est-à-dire qu'on lui fait générer du code qu'on ne comprend pas vraiment, même si on est un développeur junior, il faut faire attention, parce que faut vraiment l'utiliser comme un assistant. Moi, ce que j'adore avec ChatGPT, je l'ai déjà dit, hein, c'est qu'il vous explique. Et franchement, ça, je trouve ça formidable. C'est pas juste il vous crache du code, il vous explique sa démarche, il vous surligne les mots-clés, les machins. Franchement, c'est incroyable, quoi. Enfin, donc voilà, ça vraiment, n'essayez pas de prendre des raccourcis, c'est vraiment important. Et bien voilà, on est sur la fin de notre émission, c'est passé hyper vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu.